que j'avais dans ce pays, j'ai jamais vu une chose pareille. Où va le monde, franchement? Mettez-les tous dans une pièce et laissez-les mariner et discuter le temps qui règle ça. 24, 48 heures, tant qu'il faudra, quoi. Envoyer la garde nationale nous nettoyer tout ça, c'est une très bonne idée. Sans transition, l'industrie du bâtiment et le syndicat des bailleurs s'inquiètent de la nouvelle augmentation du prix du fioul domestique. Les locataires de la métropole vont être durement touchés. Le premier Joker était tellement audacieux, c'était un pari si risqué pour Todd Phillips et son équipe de présenter encore une nouvelle itération du personnage après des prestations comme celle de Jared Leto qui puait vachement du cul, ou celle de Heath Ledger qui amènerait forcément la comparaison. En plus, la même année, en termes d'adaptation de comics au grand écran, Avengers Endgame avait bien inscrit ce que devait être un film de super-héros dans la tête des gens, et Joker s'en éloignait beaucoup. On parle ici d'un thriller psychologique d'action, toujours pour un vilain de comics, je le rappelle. Si vous trouviez que ça suffisait pas, je rajouterais que le personnage du Joker était vendu comme une version bien différente de ses précédentes interprétations, ce qui effrayait encore plus les fans. Donc oui, ce projet générait beaucoup d'appréhension. Et puis il est sorti. And the Oscar goes to Joaquin Phoenix Joker. Joaquin Phoenix qui fascine par son jeu et sa perte de 22 kilos pour le rôle. Une ambiance unique portée par la musique géniale et la photographie sublime. Une histoire qui, même si elle n'était pas très originale, fonctionnait très bien. Et une iconisation du personnage si puissante qu'elle sut traverser le temps encore aujourd'hui. Ce film, c'était la révélation de l'année et un miracle dans le genre du super-héros, si on peut même dire qu'il y appartient. Et la qualité que ce film a, et qui en fait est à l'origine de toutes les autres, est simple à identifier. Ce film ne parle pas du Joker. Lorsqu'on veut adapter une licence ou un personnage à travers une histoire originale, beaucoup se plantent ou délivrent des œuvres tout juste médiocres. C'était le cas avec Sonic, c'était le cas pour le film FNAF, et c'est le cas avec à peu près tout ce que Sony sort en matière de films Marvel depuis Venom. Alors que pourtant, il n'y a rien de sorcier dans le fait de réussir une adaptation. Todd Phillips l'a très bien compris avec ce film, une bonne adaptation doit avant tout être une bonne histoire. Il faut utiliser les personnages et l'univers qu'on nous donne au service de ce qu'on souhaite raconter, dans cet ordre-là. Et c'est pour ça que ce film, en réalité, parle très peu du Joker de Batman. C'est avant tout l'histoire d'un inconnu, Arthur Fleck, qui sombre au sein d'une société qui s'effondre sur elle-même. Ici, les scénaristes se sont pas dit « Ah, on nous a commandé un film sur le Joker, donc on doit y introduire Gotham, des crimes, Batman et d'autres personnages pour que les fans soient contents. » Non. Ils se sont dit « Ah, on nous a commandé un film sur le Joker, quelle histoire intéressante pourrait-on raconter ?» Ce qui relève de la maîtrise ensuite est d'arriver à ramener des éléments connus des fans en faisant en sorte que ça fasse sens. Je veux raconter une histoire qui parle de maladie mentale, d'intolérance, d'insurrection et de lutte des classes, eh bien je vais aller chercher des éléments dans cet énorme coffre à jouer qu'on me donne qui serait utile. En l'occurrence, orienter le film vers une longue traversée dans la psyché d'Arthur et suivre son ascension vers le Joker était une bonne idée. Présenter Gotham comme non pas un simple décor sombre où chaque rue est une invitation au caméo et au crime, mais comme réelle métropolis avec ses enjeux et dont l'évolution suit parallèlement le développement d'Arthur, l'était aussi. Et là vous me direz, oui mais c'est pas vrai, parce que regarde, dans le film il y a Batman, ses parents, et même la scène où il meurt, alors que c'était pas utile, donc c'est du fanservice. Et bien en fait, oui et non. C'en est, mais c'est un des meilleurs arguments pour prouver mon point. N'importe quel mauvais réalisateur aurait teasé un Bruce Wayne qui aurait l'âge d'être Batman pour exciter les fans. Alors qu'ici, les scénaristes de Joker se sont dit que faire de Thomas Wayne, son père, un candidat à la mairie de Gotham et lier son intrigue à celle de la mère d'Arthur pourrait servir le film et le personnage, en plus d'être bien plus intéressant. Oui, Bruce est dans le film, car lorsqu'Arthur apprend qu'il est potentiellement le fils de Thomas Wayne, c'est logique pour lui de chercher à le rencontrer. Et vous savez quoi ? Je dirais même que ce film, en plus d'utiliser soigneusement chaque élément de comics qu'il décide d'utiliser,
sublime et propose de nouvelles histoires dont les comics pourraient s'inspirer. Alors je ne connais pas tous les comics d'ici, mais faire en sorte que ce soit le bordel causé en ville par le Joker qui tue les parents de Bruce est une super idée, car même si le film a été pensé pour se suffire à lui-même, on pourrait imaginer que par la suite ça aurait donné une relation super intéressante entre les deux ennemis. Oui, mais on risque de pas avoir d'autres films comme ça, parce que les films construits pour être bourrés de rêves geeks amassent plus d'argent. Alors, oui et non. Car déjà, tu peux faire une adaptation qui raconte parfaitement son histoire à elle en utilisant la blinde de refs, de caméos, etc. Les deux chefs-d'œuvre que sont Spider-Man Into et Across the Spider-Verse l'ont prouvé. Ensuite, vous pensez que si le film aurait été bourré de fanservice inutile, il aurait plus marché ? Bah non, la majorité des gens ne sont pas décérébrés. Ok, ils sont peut-être allés voir un film Joker en s'attendant à un énième film d'ici façon Marvel, mais ils sont ressortis en ayant pris une claque, car c'était pas le film qu'ils voulaient, mais celui qu'il avait besoin d'être. Et ceux qui se sont plaints parce que c'était trop éloigné de l'univers d'ici, oui, eux ils sont débiles. Cette prise de risque, les studios l'ont peut-être pas tous compris, ça je vous l'accorde, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir par exemple The Batman, qui suit la même logique. C'est un polar avant d'être un film Batman. En plus, d'un point de vue stratégique et artistique, c'est génial, car tu sais que de toute façon, la licence va ramener du monde en salle, donc autant leur faire découvrir un genre dont ils n'ont pas l'habitude. Mais encore que, vous savez quoi ? C'était le sujet principal que je voulais traiter dans cette vidéo, mais si le film ne possédait que cette qualité, à savoir d'être une œuvre où les éléments adaptés servent avant tout l'histoire, ce serait rien de plus que ça, un bon film. Ce qui en fait à mes yeux un chef-d'œuvre, c'est que tous les autres éléments, sans essayer de réinventer la roue, sont complètement maîtrisés. Vous savez, on a beaucoup dit que le métrage s'inspirait de films de Martin Scorsese, et je vous l'avoue, moi, devant les films du vieux monsieur, j'ai tendance à me faire un peu chier. Donc je ne vous raconte pas ma joie de constater à quel point Joker était bien rythmé. C'est simple, aucune scène n'est achetée, elles servent toutes un intérêt. La scène où Arthur danse après avoir tué les traders est là pour exprimer sans le moindre mot à quel point Arthur se sent libre et lui-même pour la première fois de sa vie. Celle où il regarde le film de Chaplin, Les temps modernes, prend sens quand on connaît le film. Car dans ce dernier, tout comme Arthur, Chaplin lutte contre la société. Mais même cette scène est utile. Pour rappel, Arthur vient de se faire rejeter par le seul homme qu'il pensait pouvoir lui donner l'amour dont il a besoin. Donc quoi de plus logique que de fermer son cœur et de devenir froid, littéralement, pour que plus jamais rien ne l'atteigne. Cette scène, si vous voulez, c'est une forme de baptême pour lui. Et vous savez quoi ? Je vais vous surprendre parce que j'ai pas fini. En plus d'avoir aucune scène inutile, le film réussit à optimiser chacune d'entre elles pour raconter le plus de choses possible. Par exemple, à ce moment-là du film, la mère d'Arthur est hospitalisée à cause d'une crise de nerfs. Arthur est à son chevet avec sa copine pour le soutenir. Elle part chercher du café quand, soudain, une émission de Murray Franklin, l'idole d'Arthur, passe à la télé. Émission dans laquelle le présentateur commentera le sketch d'Arthur que ce dernier avait performé en comedy club plus tôt dans le film. Ce qui fait passer d'Arthur d'un état d'excitation intense quand il entend son nom à la télé, à une tristesse et une sensation d'humiliation lorsqu'il découvre que c'est dans le but de se moquer de lui. Maintenant, laissez-moi vous dire que ce qui est arrivé à sa mère aurait suffi en termes d'enjeux dramatiques pour être le cœur de la scène. Mais non, ici les scénaristes ont raconté deux choses différentes en plus, de manière subtile. Tout d'abord, on a la copine d'Arthur qu'on apprendra à la fin du film qu'elle n'existe pas réellement. Donc, le fait qu'elle s'en aille juste au moment où quelque chose de concret qui aurait nécessité une réaction de la part d'un proche arrive, ça donne un indice sur le fait qu'elle ne soit pas réelle. Le fait qu'Arthur soit aux côtés de sa mère quand il pense voir son rêve de toujours se concrétiser et qu'elle soit incapable de réagir, le laissant seul devant cette fierté, renforce le sentiment de solitude d'Arthur. Oui, ok, elle n'est littéralement pas en état de réagir et d'ailleurs, Arthur s'en fiche. Mais c'est pour le spectateur, pour qu'il se rende bien compte que même en accomplissant quelque chose de sa vie, les gens, même les plus proches, n'en auront jamais rien à faire de lui. Le film est rempli de petits détails, des choses supposées mais jamais dites concrètement, renforçant l'ambiguïté du film qui elle-même sert à nous perdre à travers fiction et réalité. Je veux dire, le film nous fait quand même nous attacher à un personnage horrible. Vous savez, à l'époque, je suis allé voir le film avec deux amis, et l'une d'entre eux riait souvent à des moments ultra pas drôles. Avec mon autre ami, on s'était bien foutu d'elle,
mais c'était passé à côté du propos du film. De la même manière qu'il rend confus nos émotions vis-à-vis du protagoniste, il nous interroge sur ce qui est drôle, et à travers ça sur l'hypocrisie de la société. Oui, moi aussi j'aurais rigolé en voyant ce pauvre gars se prendre la vitre, mais est-ce que savoir que sa mère est hospitalisée 2 étages plus haut m'aurait fait garder le sourire ? Oui, je me serais moqué de ce comique raté et aurais considéré que c'est un horrible sociopathe dangereux après ce qu'il a fait à Murray, mais est-ce que j'aurais pensé la même chose en l'ayant vu essayer de faire sourire cet enfant dans le bus ? En l'ayant vu attaché enfant au radiateur par son beau-père abusif ? Non, certainement pas. Et le fait d'avoir vu tout ça fait que je n'ai pas peur de le dire. À ce moment-là du film, je n'attendais qu'une chose, qu'Arthur lui colle une putain de balle entre les 2 yeux. Non, merci, ça Si tu ira. croises un assez animé entendu tes mental blagues et comme ça, c'est solitaire bon. avec une société qui l'abandonne dans son coin et le traite comme de la Appelle merde, la police. je vais te dire, moi, ce Appelle la police. t'obtiens ce que tu mérites, enculé. La catharsis de cette scène fonctionne uniquement parce que c'est lui qu'on suit. Pourtant, en temps normal, je n'ai aucune pulsion meurtrière. Alors, m'ancrer et les assouvir en 2 heures, c'est vraiment fort. J'ai beaucoup aimé ce que ce film m'a fait et je crois que j'ai encore plus aimé qu'il soit reconnu à sa juste valeur, comme si tout le monde s'accordait enfin à donner à Arthur ce qu'il méritait depuis toujours. Oui Arthur, on te voit. Si seulement tout ce que je déblatérais depuis 10 minutes n'avait pas été violemment anéanti par sa suite.